Bonjour Mathieu. Bonjour cher Quentin. Je suis très heureux de passer ce moment avec toi. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter et parler de toi en quelques mots? Je m'appelle Mathieu Ricard. Et que dire? Oui, j'ai grandi en Savoie, en Île-de-France. J'ai fait des études à Paris, des études scientifiques. J'avais un père philosophe, Jean Revel, une mère peintre, Yann Le Toumelin. Et puis je suis rentré à l'Institut Pasteur quand j'avais 21 ans. Et avant ça, je suis allé pour la première fois en Inde, en 1967. J'ai rencontré Kangyur Rinpoche, mon maître Racine. Et là, je ne connaissais rien au bouddhisme, mais je me suis dit, voilà, selon mes perceptions forcément limitées, je me suis dit, si la perfection humaine peut exister, je ne peux pas imaginer mieux qu'une telle personne, une sorte à la fois de montagne de sagesse et de bienveillance. Et donc là, alors qu'avant je ne voyais pas très bien ce que ça voulait dire un modèle de vie, je dis, voilà, si on marche dans cette direction, même si on peut devenir un centième de ce qu'est cette personne, ça vaut la peine. Là, cette année, on va célébrer les 25 ans de l'association Karuna Setchen que tu as créée. Ça symbolise quoi pour toi cet âge de 25 ans? Et t'étais qui toi à 25 ans? À 25 ans, j'avais déjà été 5-6 fois à Darjeeling, donc là j'avais déjà une idée claire de ce que je voulais faire. Et simplement je ne voulais pas précipiter les choses. Mais bon, forcément, la bonne chose pour un chemin spirituel, et c'est vrai que tout ce qui maintenant me remplit de satisfaction et de sentiment de plénitude et que la vie vaut la peine d'être vécue, je le dois à mes maîtres spirituels et à leurs enseignements. Voilà, je dois tout à ces personnes-là. Et même si je ne suis pas doué, si je n'ai pas pratiqué avec beaucoup d'assiduité comme j'aurais pu le faire, partir dans une grotte pendant 20 ans, malgré tout, il y a quand même un chemin qui a été fait. Même si le chemin est très très long, l'intérêt, quand on a l'impression d'être dans la bonne direction, c'est que même si on ne peut pas faire le tour du monde à pied, chaque pas a du sens. Chaque pas est une joie en forme d'effort, parce que ça veut dire quelque chose. Donc bien sûr que les choses ont changé. Bien sûr que j'ai un immense voyage à faire, mais si tu sais que tu es dans la bonne direction, ce n'est pas un problème. Parce que c'est mieux que d'aller sur les côtés ou de marcher en arrière. Donc de toute façon, c'est une immense satisfaction d'avoir pu faire tout ce que j'ai fait, donc je peux mourir en paix, précisément grâce à tout ce que j'ai reçu et le peu que j'ai pu pratiquer m'a apporté une immense satisfaction. Je sais que j'aurais pu faire mieux, plus vite, différemment, mais bon, il ne faut pas se plaindre non plus. Donc voilà, si je meurs maintenant, je n'ai pas de regrets. Et la création de Karuna, ça représente quoi dans ce chemin? Est-ce que ça représente quelque chose dans ton chemin spirituel? Disons que je voyais bien quand j'étais à Darjeeling, moi je vivais avec l'équivalent de 50 € par mois dans un petit ermitage. Donc je voyais aussi la situation autour. À Darjeeling, les gens vivaient très 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 pauvrement. Et on se dit oui, il y aurait des choses à faire, mais bon, moi j'avais vraiment pas la capacité. Au bout de 25 ans, quand brusquement on m'a proposé de faire discussion avec mon père, le moine philosophe, et j'ai failli refuser. Je suis venu en France, c'était un badaboum pendant 3 semaines, on est dans toutes les radios, les télés, donc brusquement on vous reconnaît dans la rue, ça montre le côté totalement artificiel de la soi-disant notoriété, parce que vous êtes la même personne, vous n'êtes pas devenu un génie ou quoi que ce soit du jour au lendemain. Là, brusquement, effectivement, pendant 25 ans, c'était un peu le maelstrom. Je n'ai absolument pas décidé de le faire, en quelque sorte, puis ça s'est enchaîné. Puis en même temps, je ne peux pas dire que je regrette, puisque quand j'ai vu le contrat du moine philosophe, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Au Népal ou à Darjeeling, les Ferrari, ça ne roule pas, les piscines en pente dans l'Himalaya, ça ne marche pas, j'en ai pas besoin, surtout j'en veux pas, je ne veux pas avoir à faire de nouveaux impôts. Donc, je le donne. Depuis, j'ai décidé que, je suis la formule du père Sérac, que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Donc, moi, je me débrouille pour vivre, mais ceci dit, mes soi-disant revenus, c'est le droit d'auteur, les expos, les conférences, c'est 100%, va donc à des projets. Et puis finalement, de fil en aiguille, donc, les choses se sont augmentées. Au début, on était juste 3 ou 4, on était 2 au Tibet, avec Raphaël et puis 2-3 amis, des gens locaux. Et puis d'autres personnes nous ont rejoints petit à petit. Et puis, au bout de 10 ans, ça a pris de l'ampleur. On avait une clinique au Népal, une clinique mobile en Inde, on est dans une centaine de villages, donc ça devenait un peu lourd à gérer parce que je faisais à peu près tout.
Donc puis après, ben, ça a augmenté, donc c'est devenu beaucoup plus grand, plus professionnel. Ça a pris une autre dimension. Maintenant, je crois qu'on a 200 personnes qui travaillent en Inde, 50 en Népal. Le Tibet, c'est un peu plus difficile maintenant. Donc ça a une croissance organique, on peut dire. Dans toutes ces aventures, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur aujourd'hui? Ben, le plus on peut soulager la souffrance, c'est quand même formidable. Et puis, il y a différents types de souffrances. Il y a les souffrances parce qu'on n'a pas assez à manger, parce qu'on n'a pas d'opportunité, parce qu'on est isolé ou discriminé parce qu'on appartient à une caste. Il y a aussi les souffrances parce qu'on a perdu son pays. Il y a des souffrances parce qu'on ne peut pas parler sa langue. Il y a des souffrances parce que votre culture a été détruite. Donc il faut être à l'écoute de qu'est-ce qui leur tient le plus à cœur. Qu'est-ce qui fait la plus grande différence pour eux? Ou des gens qui venaient nous voir à 6 h du matin en disant « Venez dans notre vallée, il y a une dizaine de femmes qui sont mortes l'an dernier en couche, il n'y a pas une seule facilité médicale pour ça, il faut construire une petite clinique. » Alors on a fait quelque chose. Donc ce genre de choses, c'était vraiment répondre aux besoins des populations. Parce qu'on s'est dit, ben, c'est la meilleure façon de les aider, c'est de les aider à faire ce qui pour eux compte. Est-ce que c'est une école? Est-ce que c'est une clinique? Est-ce que c'est préserver un aspect de leur culture? Ça ressemblerait à quoi pour toi un monde idéal dans 25 ans? Ben oui, c'est d'aller vers davantage de coopération, c'est de voir que l'altruisme, c'est la seule réponse aux défis de notre temps. Aujourd'hui, avec 9 milliards ou quelque chose comme ça, et surtout, ben, notre impact, notre pouvoir est augmenté des millions de fois, mais notre considération de l'autre n'a pas augmenté 1 million de fois. Donc il y a un écart, il faut que ce pouvoir, que l'économie soit au service de la société. Quand on pense qu'il y a 10 personnes qui possèdent autant que le quart le plus pauvre de l'humanité, il y a quelque chose qui, fondamentalement, vicié dans le système. Est-ce que tu as une rencontre qui t'a particulièrement marqué sur le terrain? Oui, il y a quelqu'un que je connais depuis 30 ans, qui s'appelle Dr Huit. Donc c'est un chirurgien des yeux, népalais, d'origine des montagnes, donc un peu moitié tibétain. Et dans sa vie, il a opéré de sa main 60 000 cataractes, et avec son équipe 900 000, et les chirurgiens qu'il a formés dans le monde, en Guinée et partout, 30 millions. Il a rendu la vue aux gens. Et donc là, il y avait une personne qui était portée à dos d'homme pendant 6-7 heures. Il n'en pouvait plus d'être aveugle, il ne pouvait plus rien faire, il avait une femme, il était très pauvre. Et donc le docteur Huit l'a opéré des 2 yeux donc, en un quart d'heure. C'était très émouvant parce que le lendemain, donc, il enlève les pansements et les gens commencent la vue. Donc lui, il avait 2 pansements et quand le docteur Huit a enlevé les pansements, il n'a pas ouvert les yeux, il était comme ça. Parce qu'il n'y croyait pas en gros. Il avait peur de... Donc le docteur Huit a ouvert un œil, 2 yeux, puis il a touché le nez du docteur. Il a commencé à l'embrasser, il s'est levé, alors il était comme ça parce qu'il n'a pas l'habitude de marcher, il s'est redressé, on lui a montré un oiseau, puis il a embrassé le docteur, puis il s'est mis à danser devant tout le monde. Il a vu sa femme. Voilà, donc là, ça veut dire que sur les 3 prochaines années, Karuna va redonner la vue à peu près 15 000 personnes. 15 000 personnes. Quel est le message que tu aurais envie de transmettre aux équipes qui seront là dans 25 ans? Ben, se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de mieux, hein? Essayer de tout cœur de cultiver l'altruisme, la compassion, la bienveillance, le care, le soin de l'autre, la considération d'autrui. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Merci Mathieu.